Des triplés de 5 ans rencontrent le père qu'elles n'ont jamais connu dans le couloir d'un hôpital, alors que leur mère est hospitalisée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le sol en marbre de l'hôpital mémorial de Boston résonnait des pas déterminés de James Westbrook, qui ajusta une dernière fois sa cravate en soie italienne. À 38 ans, il dirigeait des conseils d'administration sur 3 continents, mais la conférence de presse d'aujourd'hui semblait différente, plus personnelle que n'importe quelle transaction commerciale qu'il avait jamais négociée. 10 millions de dollars pour l'aile de recherche sur les maladies rares, murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots qui feraient bientôt la une des journaux. Ce n'était pas seulement de la philanthropie. 5 ans plus tôt, son père était décédé d'une maladie si rare que la plupart des médecins n'en avaient jamais vu de cas. Le souvenir hantait encore James, celui d'avoir vu l'homme le plus fort qu'il ait jamais connu dépérir, tandis qu'il dépensait des fortunes auprès de spécialistes qui ne pouvaient offrir que leur compassion. Son assistante le briefa sur les derniers détails alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence, mais l'esprit de James vagabondait vers le Penthouse vide qui l'attendait après la cérémonie. Malgré sa fortune, malgré l'empire qu'il avait bâti à partir de rien, il rentrait chaque soir dans le silence et au milieu de meubles de créateurs qui n'avaient jamais ressemblé à un foyer. Alors que les flashs des appareils photo crépitaient et que les journalistes s'installaient, James s'approcha du podium. Mais avant qu'il ne puisse parler, ses pensées le trahirent une fois de plus, dérivant vers Catherine Collins, la femme dont le rire remplissait autrefois son appartement d'étudiant, dont les peintures couvraient chaque mur, dont les rêves il avait abandonnés pour les marchés asiatiques et les marges de profit. Près de 6 ans s'étaient écoulés depuis leurs adieux amers, lorsqu'elle avait refusé de le suivre à l'étranger et qu'il avait choisi son ambition au détriment de son cœur. Il se demandait parfois si elle peignait toujours les couchers de soleil comme avant, si elle croyait encore aux histoires d'amour qui durent éternellement. « Mesdames et messieurs », commença James, la voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient sous son costume coûteux, « aujourd'hui, nous faisons un pas en avant pour garantir qu'aucune famille ne souffre comme la mienne a souffert. » La conférence de presse s'était terminée par des poignées de main et des félicitations, mais James se sentait agité. Au lieu de se diriger vers sa limousine qui l'attendait, il congédia son chauffeur et choisit de marcher seul dans les couloirs plus calmes de l'hôpital. L'atmosphère des couloirs stériles lui rappelait les dernières semaines avec son père, l'odeur de désinfectant, les conversations feutrées, le poids de l'espoir qui s'évanouissait lentement. Il se retrouva dans l'aile des traitements spéciaux, une section qu'il avait aidé à financer mais qu'il n'avait jamais réellement visitée. La lumière de l'après-midi filtrait à travers de hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol poli. C'est alors qu'il les vit. 3 petites filles identiques, âgées d'environ 5 ans, se tenaient près du poste des infirmières, tel un arc-en-ciel vivant. L'une portait une robe rouge vif, une autre bleue, et la troisième jaune. Elle l'observait avec la curiosité sans inhibition que seuls les enfants possèdent, leurs yeux sombres suivant chacun de ses mouvements. James s'arrêta. Quelque chose chez elle lui serra la poitrine. Pas seulement leur apparence frappante, mais quelque chose de familier qu'il ne parvenait pas à identifier. La fillette en rouge croisa les bras dans un geste si douloureusement familier que son souffle se coupa. C'était une posture défensive qu'il avait déjà vue, des années auparavant, dans un atelier d'art exigu, lorsque les discussions sur l'avenir s'envenimaient. « Excusez-moi », s'entendit-il dire à une infirmière qui passait, « ces petites filles, sont-elles des patientes ici ?» L'infirmière sourit chaleureusement. « Oh, les triplés Collins. Non, elles rendent visite à leur mère. Pauvres petites, elles sont ici tous les jours depuis des semaines. Leur maman est dans la chambre 314. Une famille si douce. Collins. » Ce nom le frappa comme un coup de poing. James sentit le sang quitter son visage alors que des possibilités mathématiques fusaient dans son esprit. Collins était un nom courant, se dit-il, ce devait être une coïncidence. Mais en regardant les filles chuchoter entre elles, il remarqua d'autres détails qui firent trembler ses mains. La façon dont celle en bleu penchait la tête en réfléchissant, la mâchoire obstinée de la fillette en jaune, la manière protectrice dont celle en rouge se positionnait légèrement devant ses sœurs. « Est-ce que ça va, monsieur ?» demanda l'infirmière, remarquant sa pâleur. James força un sourire. « Très bien. C'est juste qu'elle me rappelle quelqu'un. » James dormit à peine cette nuit-là. À l'aube, il arpentait son bureau du Penthouse, le téléphone portable collé à l'oreille. « Je veux que vous meniez une enquête de fond discrète, » dit-il à son détective privé. Catherine Collins, probablement dans la mi-trentaine, région de Boston. Elle a 3 filles, des triplés, d'environ 5 ans. L'appel revint en quelques heures,
et la nouvelle fit voler en éclats le monde que James s'était si soigneusement construit. Catherine Collins, 35 ans, était hospitalisée depuis 3 semaines pour un lupus systémique, une maladie auto-immune qui s'était gravement aggravée. Plus dévastateur encore, ces triplés étaient nés il y a 5 ans et 3 mois, soit presque exactement 9 mois après la fin de leur relation. James fixa la chronologie médicale que son enquêteur avait compilée. Les calculs étaient indéniables. Il attrapa sa veste et se dirigea directement vers l'hôpital. Dr Martinez se présenta James au médecin de Catherine. « Je suis James Westbrook. Je crois comprendre que vous traitez une patiente atteinte de lupus, Catherine Collins. Je suis intéressé par le financement de la recherche sur les maladies auto-immunes. » Le docteur Martinez, un homme bienveillant d'une 50aine d'années, parla avec prudence du secret médical mais partagea des informations générales. Mademoiselle Collins répond au traitement, mais lentement. Les médicaments expérimentaux ne sont pas couverts par l'assurance, ce qui crée un stress supplémentaire pour une mère célibataire qui a déjà des difficultés financières. Mère célibataire. Les mots résonnèrent dans l'esprit de James alors qu'il s'excusait et se dirigeait vers le jardin de l'hôpital. À travers la fenêtre, il pouvait voir les 3 filles jouer avec une femme plus âgée, leur tante très probablement. Il étudia leur visage avec un regard neuf, cherchant des traces de lui-même. La fillette en rouge, si sérieuse, si protectrice, avait le menton déterminé de sa grand-mère. Celle en bleu partageait sa propre habitude d'observer tout avant de parler. Et la plus jeune, en jaune, elle avait les yeux expressifs de sa mère, les mêmes qui pétillaient de malice autrefois. Ses filles. La prise de conscience le frappa comme un tsunami, balayant 6 années de barrières émotionnelles soigneusement érigées. Catherine était enceinte quand il était parti pour l'Asie, et elle ne lui avait jamais rien dit. Ces magnifiques enfants innocents étaient les siens, et il avait manqué toute leur vie. Leur premier pas, leur premier mot, leur première toux. Debout dans ce jardin, James Westbrook ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé dans une salle de conseil, une impuissance totale et absolue, mêlée à un amour si féroce qu'il le terrifiait. James passa 2 jours à faire des recherches avant d'approcher Melissa Rodriguez, la sœur de Catherine et professeure de littérature à l'université de Boston. Il attendit devant son cours du soir, répétant des mots qui semblaient inadéquats face à l'ampleur de la situation. « Professeur Rodriguez », appela-t-il alors qu'elle sortait du bâtiment, « je suis James Westbrook. Je crois que nous devons parler de Catherine et des filles. » Le visage de Melissa se durcit instantanément. Même à 52 ans, elle se tenait avec la même férocité protectrice qu'il avait remarquée chez la triplée en robe rouge. « Alors, vous avez fini par comprendre, » dit-elle froidement. Le grand James Westbrook, destructeur de rêves, a fait ses recherches. Je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non, la voix de Melissa s'éleva, faisant se retourner les étudiants qui passaient. Vous étiez trop occupé à conquérir l'Asie pour remarquer que la femme que vous prétendiez aimer portait vos enfants. Catherine vous a appelé 2 fois quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Votre assistante a dit que vous n'étiez pas disponible pour des appels personnels. L'accusation le frappa comme un coup de poing. James se souvint de ces mois, les négociations cruciales, les journées de 18 heures, la décision de faire filtrer tous les appels non professionnels par son assistante. Je n'ai jamais eu ces messages. Cela n'a plus d'importance maintenant, dit Melissa, la voix amère. Catherine a fait son choix. Elle a décidé qu'un homme qui privilégiait le profit à l'amour ne méritait pas de connaître ses filles. Ce sont aussi mes filles, dit James doucement. J'ai des droits. Des droits ? Melissa rit durement. Vous avez renoncé à ces droits lorsque vous avez choisi votre empire plutôt que leur mère. Ces filles n'ont jamais eu besoin de vous avant. Pourquoi en auraient-elles besoin maintenant ? La discussion dura 20 minutes, la colère de Melissa, accumulée pendant des années, se déversant enfin. Finalement, elle sortit une boîte à chaussures usées de sa voiture. « Catherine vous a écrit, dit-elle, la voix soudainement fatiguée. Des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Peut-être qu'elles vous aideront à comprendre ce que vous avez vraiment perdu. » Cette nuit-là, James s'assit dans son bureau, lisant lettre après lettre, écrite de la main familière de Catherine. La première, datée de 6 mois après son départ, le bébé a donné un coup aujourd'hui. Je me demande si ça t'importerait de savoir que ce sont en fait des bébés. 3. Je me demande si tu reviendrais si tu savais. Une autre, écrite quand les filles avaient 6 mois, Olivia s'est retournée aujourd'hui. Elle est si déterminée, tout comme quelqu'un d'autre que j'ai connu. Emma observe tout avec ses yeux sérieux et Sophia rit de tout et de rien.
Elles sont parfaites, James. J'aimerais que tu puisses les voir. La dernière lettre, datée d'il y a 2 ans, le détruisit. J'ai vu ton visage en couverture d'un magazine d'affaires. Tu as l'air prospère et heureux. Je suis contente de ne jamais avoir envoyé ces lettres. Tu as construit la vie que tu voulais, et nous avons construit la nôtre sans toi. Après 2 semaines de négociations tendues impliquant avocats et conseillers familiaux, Melissa accepta une rencontre supervisée. Les conditions étaient strictes. James pourrait rencontrer les filles, mais seulement en tant qu'ami de leur mère, jusqu'à ce que Catherine puisse participer à la décision de révéler sa véritable identité. Le jardin de l'hôpital devint un terrain neutre. James arriva avec 15 minutes d'avance, ses peaux moites comme celles d'un adolescent à son premier rendez-vous. Quand Melissa apparut avec les 3 filles, son cœur faillit s'arrêter. De près, les ressemblances étaient encore plus frappantes. « Les filles, voici Monsieur Westbrook, dit Melissa prudemment. C'est quelqu'un qui a connu votre mère à l'université. » La fillette en rouge s'avança avec l'assurance d'une petite diplomate. « Je suis Olivia, annonça-t-elle, étudiant James avec des yeux méfiants. Voici Emma, dit-elle en désignant sa sœur en robe bleue, et voici Sophia. La fillette en jaune lui fit un signe timide. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, parvint à dire James, s'agenouillant à leur hauteur. Votre mère me racontait des histoires sur 3 petites filles très spéciales. Les yeux d'Olivia se plissèrent. Maman n'a jamais parlé de vous. Si vous étiez amis, comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de vous? La question perça la contenance travaillée de James. Parfois, dit-il lentement, les adultes prennent des chemins différents dans la vie et ils perdent le contact avec des gens qui étaient importants pour eux. Cela ne veut pas dire qu'ils cessent de se soucier. Emma, qui avait observé en silence, prit soudain la parole. Est-ce que c'est à cause de vous que maman a l'air triste parfois quand elle voit des familles avec des papas? La question innocente frappa plus fort que l'attaque de n'importe quel rival en affaires. Melissa intervint rapidement. Emma, ça suffit les questions pour l'instant. Mais Sophia, la petite en pâte, avait étudié le visage de James. Pourquoi vos yeux ont-ils l'air tristes, comme ceux de maman? Demanda-t-elle avec une franchise surprenante. James sentit son sang-froid se fissurer. Ce n'étaient pas des enfants au hasard, c'étaient ses enfants, portant des morceaux de son cœur qu'il ne savait pas avoir laissés derrière lui. Parfois, murmura-t-il, les gens font des erreurs qui blessent les personnes qu'ils aiment le plus, et cela les rend très, très tristes. L'instinct protecteur d'Olivia se déclencha. Avez-vous fait du mal à notre maman? La question flotta dans l'air du jardin comme un nuage d'orage. James regarda chaque visage magnifique, voyant Catherine dans leurs expressions, se voyant lui-même dans leurs gestes. Oui, admit-il doucement. Je l'ai fait. Et j'en suis plus désolé que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Au cours des 2 semaines suivantes, James établit une routine prudente. Chaque jour après le travail, il arrivait à l'hôpital, apportant du café pour Melissa et de petits cadeaux pour les filles. Jamais des jouets chers, mais des objets attentionnés comme des crayons de couleur pour les croquis d'Olivia, des livres d'astronomie pour Emma et des partitions de musique pour les fredonnements de Sophia. Vous n'êtes pas obligé de nous apporter des choses, dit Olivia un après-midi, bien qu'elle serre son nouveau carnet de croquis de manière protectrice. Maman dit que les gens qui tiennent vraiment à nous n'ont pas besoin d'acheter leur affection. Votre mère est très sage, répondit James, en regardant Emma dévorer un livre sur les trous noirs avec l'intensité d'une étudiante diplômée. Je les apporte parce que j'ai remarqué ce qui rend chacune de vous heureuse. Olivia, tu vois la beauté partout et tu essaies de la capturer. Emma, tu veux comprendre comment tout fonctionne. Et Sophia, il se tourna vers la plus jeune, qui chantait doucement à un animal en peluche, tu fais en sorte que tout le monde autour de toi se sente mieux, simplement en étant toi-même. Emma leva les yeux de son livre. Comment saviez-vous que nous étions différentes? La plupart des gens pensent que nous sommes exactement pareils. Parce que, dit James, s'installant dans le fauteuil à côté de leur place habituelle dans le salon familial, je vous ai observé. Vraiment observé. Olivia dessine quand elle est inquiète. Je l'ai vue faire des croquis chaque fois que votre maman a une mauvaise journée. Emma pose des questions quand elle a peur, car comprendre la rassure. Et Sophia, elle prend soin des sentiments de tout le monde, même quand elle souffre aussi. Les filles échangèrent des regards, communiquant dans ce langage silencieux que les jumeaux et les triplés développent. Finalement, Olivia prit la parole. Maman nous a appris que le fait d'être identique à l'extérieur ne signifie pas que nous devons l'être à l'intérieur. Elle a tout à fait raison, dit James.
Vous êtes trois personnes complètement différentes qui se trouvent partager le même visage magnifique. Plus tard ce soir-là, alors que James se préparait à partir, Sophia tira sur sa veste. « Monsieur Westbrook, viendrez-vous encore nous voir quand maman ira mieux et que nous rentrerons à la maison ?» La question révéla la peur sous son apparence joyeuse, la terreur que tous ceux auxquels il tenait finissaient par disparaître. James s'agenouilla, regardant directement dans des yeux qui reflétaient les siens. « Sophia, je te promets ceci, je serai là aussi longtemps que vous le voudrez. Aller mieux ne signifie pas se dire au revoir. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Olivia lui sourit. Une petite expression hésitante qui ressemblait à la plus grande victoire de toute sa carrière. La semaine avait été brutale. L'état de Catherine s'était soudainement aggravé, nécessitant un traitement d'urgence en soins intensifs. Les filles n'avaient pas été autorisées à la voir depuis 3 jours, et leur éclat habituel s'était estompé pour laisser place à des chuchotements inquiets et des joues tachées de larmes. « Elles ont besoin d'une pause », confia Melissa à James devant la chambre de Catherine. « Mais je ne sais pas comment leur en donner une alors que je tiens à peine le coup moi-même. » James prit une décision qui les surprit tous les deux. « Laissez-moi les emmener à la cafétéria, juste pour une glace. » Parfois, les plus petites choses normales aident le plus. Dans la cafétéria joyeuse de l'hôpital, les filles s'approchèrent du congélateur à glace avec le sérieux de juges délibérants dans un tribunal. Olivia étudia chaque parfum 2 fois, Emma lut les ingrédients sur 3 contenants différents, Sophia changea d'avis 4 fois. « C'est très important », annonça solennellement Emma. « Les choix de glace sont irréversibles. » James sourit, se souvenant de moments similaires de sa propre enfance. « Vous savez, mon père m'emmenait manger une glace chaque fois que je devais aller chez le médecin, dit-il. La glace ne répare rien, mais elle donne la force de faire face à ce qui vient après. Est-ce que ton papa est tombé malade aussi ? Demanda Sophia, se décidant finalement pour la fraise avec des vermicelles. Oui, mon cœur. Il est tombé très malade et la glace n'a pas pu le guérir. Mais ces moments passés ensemble, ils nous ont aidés tous les deux à être courageux. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre, le soleil de l'après-midi inondant leur visage. Pendant 10 minutes, les filles semblèrent être des enfants normales, gloussant quand Emma eut du chocolat sur le nez, débattant pour savoir si les vermicelles comptaient comme une garniture appropriée, observant les autres familles avec la curiosité d'anthropologue. Puis, Sophia renversa accidentellement sa coupe, la glace rose éclaboussant sa robe jaune. Au lieu d'en rire comme elle l'aurait fait normalement, elle fondit en larmes. Pas à cause de la glace, mais à cause de tout ce qu'elle avait retenu. Sans hésiter, James s'agenouilla à côté de sa chaise, lui offrant son mouchoir. « C'est normal de pleurer pour les choses importantes, Sophia. La glace n'est que le prétexte. » Alors qu'elle sanglotait contre son épaule, Olivia observa la scène avec un regard neuf. Quand Sophia se calma enfin, Olivia posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Monsieur Westbrook, comment était notre maman quand vous la connaissiez, avant nous ?» La voix de James s'adoucit. « Elle était exactement comme vous trois. Courageuse comme Olivia, curieuse comme Emma, et gentille comme Sophia. Elle peignait des tableaux qui aidaient les gens à se sentir moins seuls au monde. » À 3 heures du matin, le téléphone de James explosa de messages urgents. L'acquisition la plus cruciale de son entreprise, une affaire en préparation depuis 18 mois, était en train de s'effondrer. Sa présence était requise à Londres dans les 24 heures, sinon Westbrook Industries perdrait l'expansion européenne qui représentait près de la moitié de leur croissance projetée. « Monsieur, le conseil d'administration attend votre décision », dit son assistant lorsque James convoqua une réunion d'urgence. « Le jet est ravitaillé et prêt. » James regarda par la fenêtre de son bureau en direction de l'hôpital, où Catherine luttait pour sa vie et où ses filles attendaient des nouvelles. 6 mois plus tôt, cela n'aurait pas été un choix. Les affaires passaient toujours en premier. Le succès exigeait des sacrifices. Mais maintenant, reporter le voyage à Londres, annonça-t-il à son conseil d'administration stupéfait. « James, tu ne peux pas être sérieux, » protesta Richard, son partenaire de longue date. « Cet accord représente tout ce pour quoi nous avons travaillé. Tu es en train de jeter 200 millions de dollars par la fenêtre. »« Je parle de choisir ce qui compte vraiment, » répondit calmement James. « Promouvez Jennifer pour gérer les négociations. Elle se prépare à cette responsabilité. » La salle éclata en dispute. Son directeur financier claqua des papiers sur la table. « Ces enfants ne sont même pas officiellement les tiens. Tu détruis ton héritage pour un fantasme. » « Non, » dit James, la voix ferme malgré le chaos autour de lui. «
Je suis enfin en train de construire quelque chose qui vaille la peine d'être légué. Quand Richard le coinça après la réunion, sa voix était désespérée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu comprenais avant que les affaires exigent des choix difficiles. James regarda son plus vieil ami et partenaire. J'ai fait un choix difficile une fois, Richard. J'ai choisi le profit plutôt que l'amour, le succès plutôt que la famille. Cela m'a rapporté tout ce que je pensais vouloir et m'a coûté tout ce qui comptait vraiment. Pendant ce temps, à l'hôpital, les filles remarquèrent des changements subtils dans leur routine. James arrivait plus tôt chaque matin, restait plus tard chaque soir. Il posait plus de questions sur leurs devoirs, leurs amis, leurs peurs. Il commença à apprendre leur langage, la façon dont les questions d'Emma se multipliaient quand elle était anxieuse, comment les dessins d'Olivia reflétaient son humeur, comment les chansons de Sophia changeaient en fonction de l'état de leur mère. « Vous êtes différents », observa Olivia un après-midi alors qu'ils faisaient un puzzle ensemble. « Vous semblez plus présent. » James marqua une pause, une pièce de puzzle à la main. Parfois, il faut tout perdre pour réaliser ce pourquoi on aurait dû se battre depuis le début. Ce soir-là, il s'assit dans son pantouse vide, entouré de récompenses et de réussites qui semblaient soudainement dénuées de sens, et appela un psychologue pour enfants. « J'ai besoin de comprendre, dit-il, comment aider des enfants à faire face quand tout ce qu'ils ont connu est en train de changer. » 2 mois après leur première rencontre, la professeure de ballet des filles annonça que le récital de printemps aurait lieu comme prévu, en hommage à Catherine, qui avait aidé à concevoir les costumes et la chorégraphie avant de tomber malade. James observa le combat intérieur de Melissa, pesant si les filles étaient émotionnellement prêtes. « Maman voudrait que nous dansions », déclara Olivia avec sa détermination caractéristique. Elle disait que danser, c'est notre façon de partager le bonheur avec les autres. Le soir du récital, James se retrouva dans l'auditorium de l'école primaire, entouré de familles bavardes et de grands-parents fiers. Il se sentait comme un imposteur parmi les autres parents, tenant un bouquet de marguerites, les fleurs préférées de Catherine selon la mémoire encyclopédique d'Emma. Quand le rideau se leva, les triplés apparurent dans des tutus assortis, leurs visages sérieux de concentration. La chorégraphie était simple mais magnifique, une danse sur des papillons sortant de leur cocon. Emma bougeait avec une grâce précise et calculée, Olivia dansait avec une détermination féroce, Sophia rayonnait de joie pure. À mi-parcours de la performance, Sophia repéra James dans le public. Son visage s'illumina d'un plaisir si sincère qu'elle manqua presque son prochain pas, provoquant des rires amusés dans la foule. Elle fit un signe de la main, sortant complètement de son rôle, et James sentit son cœur se gonfler d'une fierté et d'un amour si intense que c'en était presque douloureux. Après le récital, alors que d'autres enfants recevaient félicitations et photos, James s'approcha avec hésitation. « Vous étiez toutes magnifiques, dit-il, offrant à chaque fille un petit bouquet. » Des marguerites, observa Emma d'un air approbateur. « Les préférées de maman. Comment vous en êtes-vous souvenu? » « Je me souviens de tout ce que votre mère aimait, répondit doucement James. Olivia accepta ses fleurs mais étudia son visage avec son intensité habituelle. « Pourquoi vous souciez-vous autant de nous? Est-ce juste parce que nous étions importantes pour maman? » La question flotta dans l'air alors que les parents s'agitaient autour d'eux. James s'agenouilla, rencontrant son regard méfiant. « J'ai commencé à me soucier à cause de votre mère, Olivia. Mais maintenant, je me soucie parce que je sais qui vous êtes. Tu es courageuse, protectrice et talentueuse. Emma est brillante, réfléchie et voit tout. Sophia est gentille, joyeuse et rend tout le monde meilleur autour d'elle. Je me soucie de vous parce que vous êtes vous. » Pour la première fois depuis leur rencontre, le masque défensif d'Olivia glissa complètement. « Et si maman ne guérit pas ?» murmura-t-elle, exprimant la peur qui hantait les 3 filles. James la prit dans une douce étreinte, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. « Alors, nous affronterons ce qui viendra ensemble. Nous tous. » James passa des heures à se documenter sur la psychologie de l'enfant, apprenant les défis uniques auxquels sont confrontés les multiples identiques. Ils ont besoin d'être vus comme des individus, expliqua le docteur Patricia Wells, spécialiste du développement des jumeaux, lors de leur consultation. Les enfants identiques ont souvent du mal à former leur identité lorsque le monde les traite comme une unité. Inspiré par cette conversation, James se rendit dans une petite bijouterie du North End de Boston, tenue par un vieil artisan italien nommé Giuseppe. « J'ai besoin de quelque chose de spécial », expliqua James. « Pour 3 petites filles qui partagent le même visage mais ont des cœurs complètement différents. »
Les mains usées de Giuseppe créèrent 3 délicats bracelets en argent, chacun orné d'un petit médaillon avec une pierre de couleur différente. Un rubis pour Olivia, un saphir pour Emma et une topaze pour Sophia. À l'intérieur de chaque médaillon, James fit graver un message personnel. Lorsqu'il présenta les bracelets pendant leur visite habituelle de l'après-midi, les filles les examinèrent avec l'attention minutieuse qu'elles accordaient à tout ce qui était important. « Ils sont magnifiques », souffla Sophia, tenant le sien pour qu'il capte la lumière. « Mais pourquoi sont-ils de couleurs différentes ? » « Parce que, » expliqua James, « même si vous vous ressemblez à l'extérieur, chacune de vous a une lumière unique à l'intérieur. Ceci rappelle à tout le monde, y compris à vous-même, que vous êtes 3 personnes distinctes et incroyables. » Emma ouvrit son médaillon et lut à haute voix, « Ta curiosité rend le monde plus grand. » Elle leva les yeux vers James avec surprise. « Comment saviez-vous que je veux devenir scientifique ? » « Parce que tu poses des questions sur tout, » sourit James. « Tu ne te contentes pas de réponses simples, tu veux comprendre comment l'univers fonctionne. » Olivia peinait avec le petit fermoir de son bracelet. Quand James l'aida, elle lut son message en silence, « Ta force protège ce qui compte le plus. » Sa voix était inhabituellement basse lorsqu'elle demanda, « Pensez-vous vraiment que je suis forte ? » Olivia, tu as 5 ans et tu prends soin de tes sœurs et t'inquiètes pour ta mère depuis des mois. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Pour la première fois, des larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Pas des larmes de tristesse, mais le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un vous voit enfin clairement. Et si je ne suis pas assez forte ? Si maman ? Elle ne put finir la phrase. James s'assit à côté d'elle sur le banc de l'hôpital. Alors nous serons forts ensemble. C'est ce que font les familles. Elles partagent le poids quand il devient trop lourd pour une seule personne. Sophia avait lu tranquillement son propre message, « Ta joie guérit les cœurs brisés. » Elle leva les yeux avec émerveillement. « C'est vraiment ce que je fais ? » Chaque jour, l'assura James. « Tu fais sourire les gens quand ils pensaient avoir oublié comment faire. » Ce soir-là, Melissa trouva James dans le couloir de l'hôpital, regardant par la fenêtre les filles montrer leurs bracelets à la silhouette endormie de Catherine. « Merci, dit-elle simplement. Elles avaient besoin que quelqu'un les voie comme des individus. Elles méritaient d'être célébrées, répondit James. Pendant tout ce temps, j'ai cru que le succès signifiait construire quelque chose à partir de rien. Mais en les regardant, elles sont déjà parfaites. Elles avaient juste besoin que quelqu'un le remarque. » L'état de Catherine se stabilisa en ce que les médecins appelèrent un optimisme prudent. Elle répondait au traitement mais faisait face à des mois de convalescence. Une nouvelle routine émergea du chaos, une routine qui surprit James par son naturel et sa profonde satisfaction. Il loua un appartement meublé à 5 minutes de l'hôpital et de l'école des filles, troquant son pantouse stérile contre un endroit où des peintures aux doigts pouvaient être collées sur les réfrigérateurs et où les rires d'enfants pouvaient résonner sur les murs. Son chauffeur d'entreprise fut remplacé par un modeste SUV avec des sièges auto et une boîte à gants pleine de lingettes humides. 3 après-midi par semaine, James allait chercher les filles à l'école primaire de Riverside. La première fois qu'il apparut aux grilles de l'école, les autres parents le dévisagèrent avec curiosité, cet homme d'affaires impeccablement vêtu au milieu de la foule habituelle de mères et de nounous. La 3e semaine, il était simplement Monsieur Westbrook, l'homme qui se souvenait toujours quelle fille avait besoin d'aide en maths et laquelle nécessitait plus de temps pour assimiler de nouvelles informations. Emma a besoin de 15 minutes pour réfléchir avant de répondre à des questions difficiles, expliqua-t-il à leur enseignante, Madame Chen, lors d'une réunion parents-professeurs à laquelle il assista avec Melissa. Et Sophia traite ses émotions par le mouvement. Si elle semble agitée, elle n'est pas indisciplinée, elle gère ses sentiments. Madame Chen sembla impressionnée par sa perspicacité. La plupart des gens supposent que des enfants identiques ont des besoins identiques. Vous avez clairement pris le temps de comprendre leurs personnalités individuelles. La vérité était que James se trouvait fasciné par leurs différences. Olivia abordait les nouvelles situations avec une évaluation prudente, comme un général inspectant un champ de bataille. Emma collectait des informations de manière obsessionnelle avant de prendre des décisions, s'entourant de faits comme d'une armure. Sophia plongeait dans les expériences la tête la première, confiante que l'amour la guiderait en toute sécurité. Les dimanches matins devinrent sacrés, les dimanches crêpes, comme les avait baptisés Sophia. James découvrit que cuisiner pour des enfants exigeait des compétences différentes de la négociation d'acquisitions internationales. Les crêpes devaient être parfaitement rondes pour Emma, en forme de fleurs pour Sophia, et servies avec des fruits frais disposés en motif pour l'œil artistique d'Olivia.
Pourquoi les fais-tu différentes pour chacune de nous? Demanda Emma un matin, étudiant sa pile géométriquement parfaite. Parce que chacune de vous est différente, répondit James en retournant une autre crêpe. Pourquoi vous donnerais-je la même chose alors que vous ne voulez pas les mêmes choses? Ces conversations, réalisa-t-il, étaient la véritable éducation. Les filles posaient des questions qui allaient droit à l'essentiel. Pourquoi certaines personnes ont des papas et d'autres non? Pourquoi Dieu a-t-il rendu maman malade? Pourquoi les adultes font-ils parfois des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir? James se retrouva à partager des histoires sur Catherine qui peignait des portraits de leur mère avant que la maternité ne la transforme. Votre maman a une fois dépensé tout son argent pour les courses en matériel d'art, puis a vécu de sandwichs au beurre de cacahuètes pendant 2 semaines parce qu'elle devait finir un tableau. Elle disait que certaines choses étaient plus importantes que le confort, demanda Olivia avec une perspicacité déconcertante, comme prendre soin de nous est plus important que de rester en bonne santé. La maladie de votre mère n'est pas due au fait qu'elle a pris soin de vous, dit James prudemment. Parfois, les corps tombent malades, peu importe à quel point on en prend soin. Mais oui, elle a toujours fait passer vos besoins avant son propre confort. Emma, toujours pratique, demanda, c'est pour ça que tu as commencé à nous rendre visite? Parce que maman ne pouvait plus s'occuper de nous comme d'habitude? La question força James à affronter honnêtement ses propres motivations. J'ai commencé à venir parce que j'étais inquiet pour vous. Mais je continue de venir parce que j'adore passer du temps avec vous. Vous toutes. Vous me faites rire, réfléchir et vouloir être meilleur que je ne l'étais hier. Sophia grimpa sur ses genoux lors d'une de ses conversations dominicales. Penses-tu que maman aimera t'avoir dans les parages quand elle ira mieux? C'était la question qui hantait les moments de silence de James. Lui et Catherine devraient naviguer dans leur nouvelle relation de coparents, sans l'histoire romantique qui les avait à la fois connectés et détruits. Je l'espère, mon cœur. Mais même si les choses sont compliquées entre ta maman et moi, rien ne changera ce que je ressens pour vous trois. Les adultes rendent les choses trop compliquées, observa Olivia avec la sagesse de ses 5 ans. Nous, on veut juste que tout le monde soit heureux et ensemble. En regardant leurs visages pleins d'espoir réunis autour de sa petite table à manger, James réalisa que ces conversations du dimanche matin étaient devenues le point culminant de sa semaine, plus satisfaisante que n'importe quelle réunion du conseil, plus gratifiante que n'importe quelle acquisition réussie. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il construisait quelque chose qui ne pouvait pas se mesurer en marge de profit ou en cours de bourse. 4 mois après leur première rencontre, le docteur Martinez annonça des nouvelles prudemment optimistes. Le traitement de Catherine fonctionnait, mais sa guérison nécessiterait au moins 6 mois supplémentaires de surveillance attentive et de rééducation progressive. Les filles auraient besoin de stabilité, de routine et d'espace pour être des enfants pendant que leur mère se rétablissait. James regarda autour du petit appartement de 2 chambres de Catherine lors d'une de leurs réunions de planification avec Melissa. L'espace exigu leur avait bien servi quand il n'y avait que Catherine et les filles, mais il semblait maintenant inadéquat pour les besoins grandissants de 3 enfants en pleine croissance, d'une mère en convalescence et de la tante dévouée qui avait mis sa propre vie en suspens. « Nous avons besoin de plus d'espace », dit James prudemment, ne voulant pas franchir des limites encore en négociation. Un endroit avec de l'espace pour que Catherine se rétablisse correctement, de la place pour que les filles jouent, et un coin où elle pourra peindre à nouveau quand elle sera prête. L'expression de Melissa se crispa avec une méfiance familière. « Nous ne pouvons pas nous permettre quelque chose de plus grand, James. Les factures médicales de Catherine ont vidé ses économies, et je couvre ce que je peux avec un salaire de professeur. » « Je ne suggère pas que vous payiez, répondit James. Je suggère que nous trouvions quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, et laissez-moi m'occuper des finances. Pas comme une charité, mais comme une famille qui prend soin de la famille. Le mot flotta dans l'air entre eux. Famille. C'était encore si nouveau, ce concept d'appartenir à quelque chose de plus grand que son empire corporatif. Ils passèrent 3 week-ends à visiter des maisons dans des quartiers familiaux, à une distance raisonnable de l'hôpital et de l'école des filles. James laissa les filles et Melissa mener la recherche, notant ce qui les illuminait d'enthousiasme et ce qui les faisait échanger des regards dubitatifs. Trop chic, prononça Emma après avoir visité un manoir moderne aux lignes épurées et au décor minimaliste. Maman aime les choses qui ont du caractère. Pas de place pour ces herbes aromatiques, nota tristement Sophia dans une autre propriété. Maman a besoin de ses plants de thé. Olivia était encore plus précise, la lumière n'est pas bonne. Maman a besoin du soleil du matin pour ses peintures, mais pas trop pour ne pas délaver les couleurs.
Finalement, ils la trouvèrent. Une charmante maison victorienne à Cambridge avec des parquets usés par des générations de familles, de grandes fenêtres qui captaient une parfaite lumière du nord, et un jardin avec un énorme chêne qui semblait supplier pour une cabane dans les arbres. « Regardez !» cria Sophia en courant vers l'arbre. « C'est comme celui de notre histoire préférée. » Emma calculait déjà les angles et les mesures. On pourrait construire un coin lecture là-haut, un endroit calme pour réfléchir. Mais ce fut la réaction d'Olivia qui scella la décision. Elle se tenait dans ce qui deviendrait l'atelier de Catherine, sa petite main pressée contre la vitre. « Maman pourrait peindre le lever du soleil d'ici, » dit-elle doucement. Elle disait toujours que la lumière du matin donne à tout un air d'espoir. James se retrouva à négocier avec le vendeur le même après-midi, poussé par une urgence qu'il n'avait jamais ressentie pour une transaction commerciale. Il ne s'agissait pas de potentiel d'investissement ou de valeur marchande, il s'agissait de créer un sanctuaire où sa famille fracturée pourrait guérir et grandir. 6 chambres, expliqua-t-il aux filles alors qu'ils visitaient à nouveau la maison. Une pour votre maman, une pour tante Mélissa, une pour chacune de vous, une chambre d'amis pour quand vous aurez des amis à la maison, et ma chambre quand je resterai ici. Quand tu resteras ici ? Demanda Emma avec sa précision caractéristique. Pas si. James s'agenouilla à leur niveau dans le salon vide. J'aimerais faire partie de votre vie quotidienne, si vous le voulez. Pas seulement des visites le week-end ou des occasions spéciales, mais une vraie vie de famille, aider aux devoirs, préparer le petit déjeuner, lire des histoires avant de dormir. Les filles échangèrent une de leurs conversations sans parole, communiquant par des regards et de subtils hochements de tête. Finalement, Olivia parla pour les 3. Nous le voulons aussi. Mais et maman ? Ne devrait-elle pas décider pour sa propre maison ? Nous lui demanderons, promit James. Cela ne fonctionne que si tout le monde est d'accord. Ce soir-là, à l'hôpital, ils présentèrent leur plan à Catherine, qui était éveillée et alerte pendant de plus longues périodes chaque jour. James regarda nerveusement tandis qu'elle étudiait les photos de la maison sur la tablette de Mélissa, son expression indéchiffrable. « C'est magnifique, dit-elle enfin. Mais James, je ne peux pas te laisser nous acheter une maison. C'est trop, même pour... » « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pour ce qu'il y a entre nous maintenant, » termina-t-elle à voix basse. James s'assit dans le fauteuil à côté de son lit, très conscient des filles qui écoutaient depuis leur place près de la fenêtre. « Catherine, je n'essaie pas d'acheter ton pardon ou de forcer mon entrée dans ta vie. J'essaie de donner de la stabilité à nos filles pendant que tu te reposes. Après ça, on verra pour le reste. » Les yeux de Catherine se remplirent de larmes, la première émotion forte qu'elle avait montrée depuis qu'elle avait repris conscience. Elles en ont besoin, n'est-ce pas ? De l'espace pour être des enfants au lieu de petites adultes qui s'inquiètent de tout. Nous en avons tous besoin, admit James. Même moi. J'ai vécu dans des espaces vides toute ma vie d'adulte. J'aimerais essayer de vivre dans un foyer. Sophia, incapable de se contenir plus longtemps, bondit vers le lit. Maman, il y a un endroit parfait pour ton chevalet et un jardin pour tes herbes. Et la cuisine est assez grande pour qu'on aide tous à préparer le dîner. Catherine sourit, le premier vrai sourire que James voyait d'elle depuis des mois. Ça a l'air parfait, ma chérie. 2 semaines plus tard, des camions de déménagement arrivèrent à la maison victorienne. James s'était arrangé pour que les affaires des filles soient soigneusement emballées et transportées, mais il fut surpris de découvrir à quel point elles possédaient peu de choses. Des années de difficultés financières avaient appris à Catherine à valoriser les expériences plutôt que les possessions, les relations plutôt que les objets. « On voyage léger », expliqua Mélissa, remarquant son expression alors que les déménageurs finissaient en moins de 2 heures. Cette première nuit dans la nouvelle maison, James borda chaque fille dans sa propre chambre pour la première fois de leur vie. La chambre d'Olivia faisait face à l'est pour la lumière du matin, celle d'Emma avait des étagères intégrées et un coin lecture, celle de Sophia donnait sur le jardin où elle pourrait observer les oiseaux et les papillons. « Ça semble trop grand », murmura Sophia alors qu'il l'embrassait pour lui souhaiter bonne nuit. « Ça semblera plus petit une fois qu'on l'aura rempli de souvenirs, promit James. Donne-lui du temps. » Debout dans le couloir par la suite, entouré par les bruits d'une vieille maison qui s'installe autour de sa nouvelle famille, James réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi chez lui nulle part ailleurs dans sa vie. 6 mois s'étaient écoulés depuis que James avait rencontré pour la première fois ses filles dans le couloir de l'hôpital. Le 36e anniversaire de Catherine arriva par un matin frais d'octobre, marquant à la fois une étape importante dans sa guérison et la plus longue période de conscience qu'elle avait maintenue depuis le début de sa maladie.
Les filles préparaient cela depuis des semaines, leur excitation teintée d'une énergie nerveuse. Ce serait leur première vraie célébration avec leur mère depuis des mois, et elles voulaient que tout soit parfait. James se retrouva à coordonner avec Melissa comme un comité d'organisation de fête, équilibrant les souhaits élaborés des filles avec la santé encore fragile de Catherine. Elle ne peut supporter que de petits groupes pour de courtes périodes, avait prévenu le docteur Martinez lors de leur dernière consultation. Mais émotionnellement, célébrer des étapes normales sera crucial pour sa récupération psychologique. La chambre d'hôpital avait été transformée autant que le permettaient les règlements. Les œuvres d'Olivia couvraient un mur, des portraits à l'aquarelle de la famille, y compris Catherine, peints à partir de photographies pendant ses semaines d'inconscience. Emma avait fait des recherches sur les fleurs préférées de Catherine et avait réussi à convaincre le personnel de l'hôpital d'autoriser un petit arrangement de lys d'automne. Sophia s'était entraînée à chanter une chanson sur le petit clavier que James avait apporté pour ses visites. Quand ils arrivèrent ce matin-là, Catherine était assise dans son lit, les cheveux lavés et tressés, signe qu'elle avait un de ses jours plus clairs. Les filles se précipitèrent à son chevet avec une excitation à peine contenue. « Joyeux anniversaire, maman !» chantèrent-elles en chœur, chacune présentant ses cadeaux soigneusement préparés. Les mains de Catherine tremblaient légèrement en ouvrant la carte faite main d'Olivia, qui représentait leur nouvelle maison avec les 5 membres de la famille debout devant. « C'est magnifique, mon cœur !» murmura-t-elle, des larmes montant à ses yeux. Emma présenta une collection reliée de faits d'astronomie qu'elle avait écrits de sa main soignée. « Pour quand tu iras mieux et que tu voudras regarder les étoiles avec nous à nouveau », expliqua-t-elle sérieusement. Le cadeau de Sophia était le plus précieux, un enregistrement qu'elle avait fait sur le téléphone de James, où elle chantait « You are my sunshine », la berceuse préférée de Catherine. Mais c'est lorsque le regard de Catherine se posa enfin sur James que l'atmosphère de la pièce changea. Pour la première fois depuis qu'elle avait repris conscience, ses yeux témoignaient d'une reconnaissance et d'une conscience pleine et entière. Le brouillard des médicaments et de la maladie s'était dissipé, et elle le vit vraiment, debout dans sa chambre d'hôpital avec leur fille. James, souffla-t-elle, sa voix portant 6 années d'histoire complexe. Les filles, sentant le moment chargé entre leurs parents, observaient avec l'intense curiosité des enfants qui comprennent plus de choses que les adultes ne le pensent souvent. « Bonjour Catherine », dit doucement James. « Joyeux anniversaire. »« Tu es là », dit-elle, encore en train de traiter la réalité. « Avec elle. »« Avec nous ?»« Maman, ça va ?» demanda Olivia avec une inquiétude immédiate, se rapprochant de manière protectrice du lit. Catherine tendit la main à sa fille, sans jamais quitter James des yeux. « Je vais bien, ma chérie. Juste surprise. » Elle marqua une pause, étudiant son visage. « Tu sais, n'est-ce pas ? Pour elle. » Emma, avec son besoin caractéristique de clarté, prit la parole. « Maman, Monsieur Westbrook est notre papa. On l'a deviné il y a des semaines. » La simple déclaration flotta dans la pièce comme une révélation à la fois choquante et inévitable. Le visage de Catherine passa par une douzaine d'émotions, surprise, peur, soulagement, inquiétude. « On ne te l'a pas dit parce que le docteur a dit de ne pas te donner de nouvelles stressantes, ajouta Sophia pour aider. Mais ce n'est pas stressant, n'est-ce pas, d'avoir un papa ? Catherine regarda chacune de ses filles, puis Melissa, puis enfin de nouveau James. Depuis combien de temps sais-tu ? 4 mois, admit James. Depuis que je les ai vues dans le couloir en bas. Elles ont tes yeux, mais elles ont le menton têtu de ma grand-mère. Un rire s'échappa des lèvres de Catherine, le premier vrai rire que James entendait d'elle depuis des années. Mon Dieu, c'est vrai, n'est-ce pas ? Surtout Olivia quand elle est déterminée à propos de quelque chose. Et, protesta Olivia, mais elle souriait aussi. La conversation qui suivit ne ressemblait à rien de ce que James avait imaginé. Les filles, avec leur franchise innocente, posèrent les questions que les adultes auraient évitées. Pourquoi papa ne savait pas pour nous avant ? Allez-vous vous remarier ? Peut-on avoir du gâteau d'anniversaire pour le petit déjeuner ? Catherine répondit avec une honnêteté remarquable pour une conversation se déroulant devant des enfants de 5 ans. Parfois, les adultes prennent des décisions qu'ils pensent justes à l'époque, mais plus tard, ils se demandent s'ils n'ont pas fait d'erreur. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de vous 3, papa était loin, en train de construire son entreprise. Je pensais qu'il était plus heureux sans moi, alors j'ai décidé de vous élever seul. Mais tu n'étais pas vraiment seul, observa Emma. Tu avais tante Melissa. C'est vrai, sourit Catherine. La famille se présente sous différentes formes.
James se sentit obligé d'ajouter sa perspective. Et parfois, les gens grandissent et réalisent que les choses qu'ils pensaient les plus importantes ne l'étaient pas vraiment. Plus tard, après que les filles soient sorties avec Melissa pour aller chercher le gâteau d'anniversaire à la cafétéria, Catherine et James se retrouvèrent seuls pour la première fois en plus de 6 ans. « Elles sont incroyables », dit Catherine doucement. « Belle, intelligente, gentille. Tu as fait un travail formidable avec elles. »« J'ai tellement manqué », répondit James, la voix lourde de regret. Premier pas, premier mot, premier jour d'école. Catherine étudia son visage avec des yeux qui avaient toujours vu à travers ses façades prudentes. « Mais tu es là maintenant. Ça compte plus que tu ne le penses. » Les mots portaient un poids au-delà du simple pardon. Ils portaient la possibilité, la reconnaissance, et peut-être plus important encore, l'espoir pour ce qui allait suivre. Quand les filles revinrent avec un petit gâteau d'anniversaire et des bougies approuvées par l'hôpital, elles chantèrent un joyeux anniversaire faux mais enthousiaste qui remplit la pièce d'une joie que Catherine n'avait pas ressentie depuis des mois. « Fais un vœu, maman », ordonna sérieusement Sophia. Catherine ferma les yeux, entourée de ses filles et de l'homme qui lui avait autrefois brisé le cœur mais qui aidait maintenant à guérir leur famille. Quand elle les rouvrit et souffla les bougies, James vit dans son expression quelque chose qu'il reconnaissait de leurs années d'université. Le regard qu'elle avait quand elle croyait, malgré tout, que le bonheur était possible. Une semaine après la célébration de l'anniversaire de Catherine, tout bascula en un instant. James était en réunion du conseil d'administration le matin quand son téléphone vibra de messages urgents de Melissa. Catherine s'était effondrée lors de sa promenade matinale dans le service de l'hôpital. Complications rénales graves. Chirurgie d'urgence. Viens tout de suite. Il quitta la salle de conférence si brusquement que son directeur financier l'appela, mais James courait déjà vers l'ascenseur, le cœur battant d'une terreur qu'il n'avait jamais connue dans aucune crise en salle de conseil. À l'hôpital, il trouva Melissa dans la salle d'attente de chirurgie avec 3 petites filles effrayées qui semblaient plus petites que jamais dans les chaises en plastique dur. Leurs robes colorées habituelles paraissaient ternes sous les dures lumières fluorescentes, et leur visage portait le choc vide qui survient lorsque le monde d'un enfant bascule. « Que s'est-il passé ?» demanda James à Melissa à voix basse, s'agenouillant à côté des filles. « Ses reins ont commencé à lâcher », expliqua Melissa, sa voix à peine contrôlée. « C'est une complication du lupus. Ils ont dit que les prochaines heures sont critiques. » Emma, toujours celle qui avait besoin de faits pour traiter la peur, leva les yeux vers James avec un regard désespéré. « Est-ce que maman va mourir ?» La question le transperça comme une lame. Dans son monde des affaires, il avait appris à formuler les vérités difficiles avec diplomatie, mais les enfants méritaient l'honnêteté, même lorsque l'honnêteté était terrifiante. « Je ne sais pas, mon cœur, » dit-il en la prenant dans ses bras. Les médecins travaillent très dur pour l'aider. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, attendre, espérer, et prendre soin les uns des autres. Sophia, qui avait été anormalement silencieuse, grimpa soudain sur ses genoux et se mit à pleurer avec des sanglots profonds qui secouaient tout son corps et semblaient trop grands pour une si petite personne. James la serra contre lui, se sentant complètement impuissant alors qu'elle trempait sa chemise de larmes. Mais c'est la réaction d'Olivia qui lui brisa le plus le cœur. Elle était assise, rigide sur sa chaise, ses petites mains serrées en poing, sa mâchoire contractée avec une détermination qui était déchirante dans sa futilité. Elle essayait d'être forte pour tout le monde, essayant de maintenir leur famille unie par la seule force de sa volonté de 5 ans. « Olivia, » dit James doucement, « tu n'es pas obligée d'être courageuse en ce moment. Tu peux aussi avoir peur. »« Si je ne suis pas courageuse, qui s'occupera d'Emma et de Sophia ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant malgré ses efforts pour paraître adulte. « C'est mon rôle maintenant, » lui dit James, se surprenant lui-même par la certitude de sa voix. « De prendre soin de vous 3. C'est ce que font les papas. » Le mot flotta dans l'air entre eux. C'était la première fois qu'il revendiquait ce titre aussi directement, et dans ces circonstances, cela semblait à la fois naturel et terrifiant. Même si Olivia ne put terminer la phrase, mais ils comprirent tout ce qu'elle demandait. James regarda chacun de leurs visages, le besoin de réconfort d'Emma, le chagrin accablant de Sophia, la tentative désespérée d'Olivia de contrôler l'incontrôlable. Même si, promis. Quoi qu'il arrive avec votre maman, vous 3 êtes mes filles. Rien ne changera jamais ça. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur atroce. James se retrouva à apprendre un autre type de gestion de crise. Comment réconforter un enfant trop effrayé pour manger, comment expliquer des procédures médicales en des termes qui n'augmentaient pas la panique,
comment maintenir l'espoir alors que sa propre foi vacillait. Emma posait des questions détaillées sur la fonction rénale et les procédures chirurgicales, traitant son anxiété par la compréhension scientifique. James répondit à chaque question aussi minutieusement que possible, appelant même le docteur Martinez pour obtenir des explications précises lorsque ses propres connaissances étaient insuffisantes. Sophia alternait entre s'accrocher à James et errer sans repos dans la salle d'attente, sa joie habituelle remplacée par un chagrin qui semblait englober non seulement l'état de sa mère, mais toutes les choses tristes qui s'étaient jamais produites dans le monde. Olivia resta stoïque jusqu'au soir, lorsque l'épuisement commença à fissurer sa résolution. Quand une infirmière suggéra que les enfants devraient rentrer se reposer, Olivia craqua finalement. « Non » hurla-t-elle, surprenant tout le monde dans la salle d'attente. « On ne peut pas partir. Et si maman se réveille et qu'on n'est pas là? Et si elle pense qu'on ne l'aime plus ?» James s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses petites épaules tendues dans ses mains. « Olivia, ta maman sait que tu l'aimes. Elle voudrait que vous preniez soin de vous. Mais si elle... » La question qu'elle avait retenue toute la journée émergea enfin. Si elle meurt et qu'on n'était pas là pour lui dire au revoir? La douleur brute dans sa voix fit monter les larmes aux yeux de James. Alors nous lui dirons au revoir dans nos cœurs. Et nous saurons que la dernière chose qu'elle a entendue de nous, c'est « Joyeux anniversaire et je t'aime ». Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Comme s'il était convoqué par leur conversation, le docteur Martinez apparut dans la salle d'attente, sa blouse portant encore des traces de la longue chirurgie. Le cœur de James s'arrêta alors qu'il s'approchait, essayant de lire l'expression du médecin pour des indices sur le sort de Catherine. « L'opération s'est bien passée » dit le docteur Martinez, et James sentit le souffle qu'il avait retenu pendant des heures se libérer enfin. « Nous avons pu traiter les complications rénales. Elle est stable, mais les prochaines 24 heures seront cruciales pour sa guérison. » Le soulagement inonda le petit groupe, mais il fut tempéré par la prise de conscience de la proximité avec laquelle ils avaient frôlé la perte de Catherine. Les filles bombardèrent le médecin de questions, leur peur cédant progressivement la place à un espoir prudent. Plus tard ce soir-là, alors que James les bordait dans leur lit à la maison, chaque fille traita le traumatisme de la journée à sa manière. « J'ai eu vraiment peur », admit Emma alors qu'il remontait ses couvertures. « Je connais les faits médicaux, mais j'avais quand même peur. » « Avoir peur ne veut pas dire que tu n'es pas intelligente, » lui dit James. « Ça veut dire que tu es humaine. Même les médecins ont peur parfois. » Sophia, épuisée par le montagne russe émotionnel, s'endormit en lui tenant la main. « Reste jusqu'à ce que je m'endorme, » murmura-t-elle. « Toujours, promis. » Mais c'est sa conversation avec Olivia qui le marquerait le plus longtemps. Alors qu'il était assis sur le bord de son lit dans l'obscurité, elle posa la question qui se préparait toute la journée. Si maman était morte aujourd'hui, que nous serait-il arrivé? James savait que c'était un moment qui définirait leur relation pour toujours. Vous seriez resté avec moi, dit-il sans hésitation. C'est votre maison maintenant, et je suis votre père. Ça ne change pas à cause de ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Promis, murmura-t-elle dans l'obscurité. Je te le promets, dit-il, et il le pensait de toutes les fibres de son être. Nous sommes une famille maintenant, Olivia. Les familles restent soudées, surtout quand les choses deviennent effrayantes. Pour la première fois depuis la crise du matin, Olivia se détendit complètement, s'enfonçant dans son oreiller avec l'épuisement d'une enfant qui avait porté trop de responsabilités pendant trop longtemps. Assis dans le couloir par la suite, écoutant les sons silencieux de la maison s'installant autour de ses filles endormies, James réalisa que cette journée avait tout changé. Pas seulement parce que Catherine avait failli mourir, mais parce que dans le creuset de cette perte potentielle, il était enfin, vraiment, devenu leur père. 3 semaines après l'opération de Catherine, elle s'assit pour la première fois dans le jardin de leur maison de Cambridge, enveloppée dans des couvertures et entourée des fleurs d'automne que Sophia avait entretenues en son absence. La guérison avait été lente mais constante, chaque jour ramenant un peu plus de la femme dont James se souvenait de leurs années d'université. « Je dois te remercier », dit Catherine lors d'une de leurs conversations privées pendant que les filles jouaient dans le chêne au-dessus d'elle. Pas seulement pour avoir pris soin d'elle pendant la crise, mais pour être devenu celui qu'elles avaient besoin que tu deviennes. James regarda Olivia diriger la construction d'un fort élaboré, Emma calculer l'intégrité structurelle de chaque branche, et Sophia fournir un accompagnement musical à leur travail. « Je ne suis devenu personne de nouveau, » dit-il doucement. « Je suis juste enfin devenu celui que j'étais censé être depuis le début.
Catherine étudia son profil, voyant des changements qui allaient plus loin que les rides du rire autour de ses yeux ou la façon dont il attrapait distraitement des lingettes lorsque les mains de Sophia se salissaient. Le James que je connaissais il y a 6 ans n'aurait jamais renoncé à cet accord européen. Le James d'il y a 6 ans ne savait pas à quoi il renonçait en choisissant les affaires plutôt que l'amour, répondit-il. Je ne referai pas cette erreur. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant leur fille créer chaos et joie à parts égales. Finalement, Catherine aborda la conversation qu'ils avaient évitée. Que se passe-t-il maintenant, James? Entre nous, je veux dire. Nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'à l'université. Non, acquiesça James. Nous ne le sommes pas. Tu es plus forte que tu ne l'étais alors, et j'espère que je suis plus sage. Mais je ne m'attends pas à ce que nous reprenions là où nous nous sommes arrêtés, si c'est ce qui t'inquiète. Catherine parut surprise. Tu ne t'y-attends pas? James se tourna pour lui faire face complètement. Catherine, j'aime nos filles de tout mon être, et j'aurai toujours des sentiments pour toi. Tu m'as donné les 3 personnes les plus importantes de ma vie. Mais nous devons trouver comment être de bons coparents avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Coparents, répéta Catherine, testant les mots. J'aime le son de ça. Leur conversation fut interrompue par Emma qui appelait depuis l'arbre, « Maman, papa, venez régler une dispute sur la physique. » L'utilisation désinvolte de papa fit marquer une pause aux 2 adultes. C'était arrivé naturellement au cours des dernières semaines, les filles passant de Monsieur Westbrook à James puis à papa sans fanfare ni annonce formelle. Les disputes sur la physique, c'est du sérieux, cria James en retour, aidant Catherine à se lever. Plus tard ce soir-là, après les devoirs et les histoires du soir, la famille se réunit dans le salon pour ce qui était devenu leur rituel nocturne. Catherine était enfin assez forte pour se joindre à eux, blottie dans le fauteuil confortable tandis que James était assis par terre avec Sophia sur ses genoux et les jumelles de chaque côté. « Raconte-nous quand tu étais petit, papa » demanda Emma, poursuivant leur projet en cours de collecte d'histoires familiales. Alors que James partageait des histoires sur sa propre enfance, Catherine observait l'affection facile entre lui et leur fille. Olivia tressait distraitement sa cravate pendant qu'il parlait, Emma corrigeait ses faits scientifiques avec un sérieux d'érudite, Sophia somnolait contre son épaule, complètement en sécurité en sa présence. « Vous savez ce que j'ai réalisé aujourd'hui » dit Olivia pendant une pause dans le récit. « Nous ne sommes pas une famille normale, mais nous sommes une bonne famille. »« Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas normales » demanda Catherine, amusée. « Eh bien, la plupart des familles commencent avec des parents qui s'aiment, puis ont des bébés, expliqua Emma avec une précision clinique. Nous, on a commencé avec des bébés, puis on a eu des parents qui ont appris à s'aimer. James et Catherine échangèrent un regard par-dessus les têtes des filles. La vérité sort de la bouche des enfants. Et ce n'est pas grave, demanda Sophia d'une voix endormie. Qu'on soit différent? Mon cœur, dit Catherine en tendant la main pour caresser les cheveux de sa fille, les meilleures familles sont celles où les gens choisissent de s'aimer chaque jour, peu importe comment elles ont commencé. Alors que les filles se préparaient à aller au lit, James se retrouva à aider à la routine qui était devenue aussi naturelle que de respirer, superviser le brossage des dents, retrouver des peluches perdues, ajuster les veilleuses à des spécifications précises. « Papa, dit Olivia alors qu'il l'abordait, es-tu content qu'on t'ait trouvé ?» La question le prit au dépourvu par sa franchise. « Olivia, vous trouvez toutes les 3 est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même si ça a commencé par des moments effrayants avec votre maman qui était malade. » Bien, dit-elle avec satisfaction. Parce que nous aussi, on est contente de t'avoir trouvé. Debout dans le couloir par la suite, James réfléchit au voyage qui les avait menés ici. Il y a 6 mois, il était un homme prospère mais vide, vivant dans un penthouse stérile. Ce soir, il était entouré de peintures aux doigts sur les réfrigérateurs, de devoirs éparpillés sur les tables de la salle à manger, et du doux chaos de la vie de famille. Catherine apparut à côté de lui, plus forte maintenant, mais se déplaçant toujours avec précaution. « Des regrets » demanda-t-elle doucement. James regarda autour de leur foyer, les livres d'astronomie d'Emma empilés sur toutes les surfaces, les œuvres d'art de Sophia couvrant les murs, le dernier chef-d'œuvre d'Olivia séchant sur le comptoir de la cuisine, et le chevalet de Catherine installé près de la fenêtre où elle avait recommencé à peindre. « Un seul, dit-il. Qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre ce qui compte vraiment. » Alors qu'ils éteignaient les lumières en bas, James réalisa que son empire existait toujours, que son entreprise prospérait toujours, mais que plus rien de tout cela ne le définissait.
Il était défini par 3 petites filles qu'il appelait papa, par une femme qui lui avait donné une seconde chance à la famille, et par une maison victorienne remplie de rires, de disputes, d'histoires du soir et d'un amour inconditionnel. Il avait enfin trouvé son chemin vers la maison.